Vous savez, et je vais parler là sous le contrôle de l'éminent historien qui est notre ambassadeur. Je n'ai pas été à la rencontre de Yamoussoukro sur le cinquantenaire, donc je n'ai pas pu dire la thèse que je vais développer maintenant. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, probablement. Je ne suis pas historien, donc je peux me tromper, c'est pour ça que je dis qu'il prendra la parole tout à l'heure. Il me semble que la génération Houphouët et Houphouët lui-même ont engagé la lutte de libération nationale, d'émancipation. Et à un moment donné, Houphouët a été confronté à un problème. Fallait-il engager son peuple dans une véritable lutte de libération nationale, donc dans une guerre de libération nationale, comme ça fut le cas en Algérie et dans les colonies portugaises, ou fallait-il accepter un compromis et un nouveau pacte colonial avec l'ancien colonisateur pour faire l'économie de la guerre à son peuple? Je crois qu'il a fait le second choix. Et en fait, le second choix, il a accepté ce compromis. Et l'indépendance a été octroyée. À partir de ce moment, on a formaté l'État en fonction d'Houphouët-Boigny, de sa position, de son statut, du rôle que la France voulait lui donner et donner à son pays, la Côte d'Ivoire. Alors c'est simple, juste à côté de l'aéroport national, on a créé le camp militaire français, le 43e BIMA, qui était là et qui veillait au grain pour la sécurité du régime. Au palais de la présidence, on a laissé en place le dernier gouverneur colonial, Guinéré, et puis Belkiri est secrétaire général de la présidence, un Français, donc Guinéré, et le ministre de l'économie et des finances était un Français. Donc voilà un régime cousu sur mesure. On a signé donc les accords de défense pour sécuriser tout ça. Alors le vrai dispositif de défense nationale pour le régime d'Houphouët, c'était la force française, le 43e BIMA. C'était là toute sa sécurité. Donc comme il avait le bénéfice de ce parapluie militaire français, il a créé juste une armée pour faire bonne figure. Donc cette armée existait comme une espèce de bureaucratie galonnée, uniformisée, qui fonctionnait et dont il avait, et avec laquelle il avait un rapport de je t'aime moi non plus. Alors quelquefois on essayait de voir comment faire progresser le budget de la défense nationale, mais c'était surtout pour entretenir la classe des officiers, pour avoir la paix sur ce niveau. C'est vraiment, véritablement, avec le boom du café cacao des années 70 qu'il a cherché à équiper l'armée. Donc 7 Alpha Jet achetés en France, et puis quelques équipements, des bâtiments de guerre, puis c'était tout. Bon, l'armement terrestre s'est limité à quelques moyens d'artillerie lourde. C'était somme toute une petite armée qui n'avait pas de capacité de feu avérée. D'ailleurs, lorsqu'il a fait la montée en puissance et que certains officiers ont commencé à montrer quelques velléités, il a frappé. Et puis, il s'en est tenu à ce niveau. On n'a plus vraiment renouvelé l'armement stratégique de cette armée pendant toutes ces années. Houphouët est parti, Bédié lui a succédé par la volonté d'Houphouët. Donc, c'était un continuum. Et puis, il y a eu l'irruption des militaires et nous sommes venus ensuite comme un troisième larron pour chipper le pouvoir. Bon. À partir de ce moment-là, il faut bien se rendre compte que ce régime n'était pas cousu sur mesure pour nous. Nous étions, comme disait le président de la République, un bug au sens informatique. Et comme le dispositif premier, les accords de défense, n'étaient pas conçus pour nous, évidemment, on était à découvert, on n'avait plus de parapluie. Donc il fallait rapidement, par nous-mêmes, former une armée, l'équiper en conséquence pour assurer la sauvegarde nationale. C'est ça que mes camarades de parti n'ont pas compris. Il faut bien comprendre que le Front populaire est un front de plusieurs cellules clandestines venues des divers gauches. Les maoïstes, les trotskistes, que sais-je encore. Tout ce que nous aimons brasser ici, au quartier latin, dans la Fianf, tous ces gens-là sont arrivés. Donc, ce sont des gens qui avaient une méfiance à l'égard de l'armée. C'est absolument de réactionnaire. L'armée était perçue par les gens de gauche comme quelque chose d'abject. Donc, quand moi je posais les problèmes militaires en conseil des ministres, on me regardait, mais d'où il vient ce Prussien militariste? Alors, un ami m'a demandé, mais tu crois que ton armée là, ça sert à quelque chose? Donc, j'ai été un peu piégé par cet assemblage de groupuscules de gauche qui n'ont pas vraiment compris qu'un État phare comme celui de la Côte d'Ivoire dans la sous-région devait également avoir l'armée la plus forte. C'est pourquoi le vote de la loi de programmation a été retardé et que on n'a pas pu donc équiper l'armée comme il se devait. Je donne un exemple. Lorsque
le premier coup d'État qui a été tenté le 7 et 8 janvier 2001 a avorté. Mes chefs militaires sont venus me voir pour faire le point et ils m'ont dit: Monsieur le ministre, nous avons eu la chance parce qu'on n'avait même pas assez de munitions pour tenir 72 heures de combat. Heureusement que nous en avons fini, nous en avons terminé en 24 heures. L'armée de l'air, notre armée de l'air, une petite armée, 911 personnes. On avait 79 fusils. Bon, je donne simplement ces deux informations pour que ça serve. Donc, on était dans cette situation lorsque les rebelles ont frappé. Ils ont frappé parce qu'ils étaient bien informés. Écoutez, vous avez une belle villa, vous y installez, bon, et vous demandez à une société de gardiennage de vous aider à assurer la sécurité de votre villa. Si la société de gardiennage elle-même est en complicité avec les brigands, vous n'avez plus de défense. Je crois que dans le cas de la Côte d'Ivoire, on peut le dire. C'est ce qui s'est passé.